Alors, on entend beaucoup parler d'innovation publique, mais d'où cela vient-il et qu'est-ce que ça recouvre exactement? C'est une question qui paraît presque incongrue tant ce terme est passé dans le langage courant, que ce soit celui des décideurs publics et puis évidemment celui de la presse. Pourtant, c'est une très bonne question qui mérite d'être posée pour ne pas tomber dans des pratiques qui pourraient être incantatoires, puisque l'innovation publique, elle présente un aspect à la fois magique et puis parfois opaque. Alors, si l'on en revient aux origines, il s'agit en premier lieu d'innover, bien sûr, comme un entrepreneur, c'est-à-dire d'introduire une invention qui doit être mise en œuvre et puis diffusée. Une bonne idée qui reste dans un carton, ce n'est pas une innovation. Il faut que la nouveauté, elle soit viable et elle trouve son public, en l'occurrence les agents du service public et puis les usagers. Pour comprendre l'innovation publique, il faut la replacer dans son contexte historique beaucoup plus large, qui est celui de l'introduction d'outils ou de pratiques managériales issues de l'entreprise dans la sphère publique, que l'on a appelé le New Public Management, le NPM. Alors bien sûr, on trouve un Scottish manager au sein du gouvernement anglais dès 1745. Il était chargé de réprimer la rébellion écossaise. En vérité, la gestion moderne des affaires publiques, elle date plutôt des années 1980. Ce NPM, il a permis des avancées en termes de rationalisation, de professionnalisation des fonctions. En revanche, l'évaluation au prisme de la performance financière s'est révélée inadaptée, dans certains cas, à la spécificité de la sphère publique. Cette sphère publique, elle traite de biens communs que l'on nomme avec un peu d'humour la publicitude. À l'hôpital, par exemple, certains services, comme les soins palliatifs, ne répondent pas du tout aux critères financiers qui sont établis par la tarification officielle, que l'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. En revanche, ces soins font sens si l'on prend en considération les conséquences élargies pour le personnel soignant, la famille. C'est dans ce contexte de remise en question du nouveau management public, qu'on a parfois appelé post-NPM, que se développe cette innovation publique. Alors certes, la Kennedy School of Government de Harvard, elle dirige depuis 1985 un programme qui met en évidence les meilleures innovations publiques des États-Unis. Elle a répertorié 27 000 programmes depuis. C'est pourtant un phénomène vraiment qui date des années 2000 dans son développement. Alors concrètement, qu'est-ce qui distingue une innovation publique? La nature de l'invention peut être classique, la production d'une nouvelle application pour smartphone, comme anti-Covid. On peut penser également à un service en création, comme de nouveaux diplômes de master dans le secteur du design. Ça peut être une nature beaucoup plus spécifique au secteur public. C'était le cas d'une nouvelle politique, lorsqu'on a créé en France le revenu minimum d'insertion en 1988, qui se démarque très nettement des politiques précédentes. Ça peut être également une nouvelle rhétorique. Le mot confinement que l'on connaît bien aujourd'hui marque une nouvelle réalité publique que l'on datera de 2020. Alors on parle beaucoup d'innovation ouverte en entreprise. Je pense pourtant que c'est vraiment un marqueur particulier de l'innovation publique, puisque dans ce domaine, citoyens, usagers, politiques, experts, que ce soit des designers ou des sociologues, doivent être embarqués avec l'administration pour assurer le succès du processus. Et puis, dernière particularité, contrairement aux brevets, qui sont jalousement déposés, conservés, et qui assurent la compétitivité des industries, l'innovation publique, elle se veut diffusable au plus grand nombre. Des administrations au ministère, des services déconcentrés, entre eux, entre collectivités locales, des territoires vers les services centraux. Pour cela, il y a de nombreuses manifestations de partage d'expériences qui sont organisées très régulièrement. Je pense par exemple à la cousinade du programme Futur Public qui dépend de la direction interministérielle de la transformation publique, la fameuse DITP dont nous vous parlerons régulièrement. Quels sont les principaux dispositifs et approches de l'innovation publique que nous avons pu identifier en France? Parmi les principaux dispositifs et probablement les plus visibles, nous pouvons citer les laboratoires d'innovation publique et les start-up d'État et des territoires. Tous deux découlent d'impulsions ministérielles. Plus spécifiquement, de deux directions, la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, et la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, placées toutes deux sous la responsabilité du ministère de la Transformation et de la fonction publique. Le point de départ des laboratoires d'innovation publique, c'est un appel à projet du SGMAP, Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Il est daté de 2016 et il a permis la création de 12 laboratoires situés sur l'ensemble du territoire français. Par ailleurs, une soixantaine de laboratoires d'innovation ont été identifiés par le média Acteurs publics en 2019. Les laboratoires d'innovation publique ont des thématiques variées qui peuvent porter sur
la transformation interne des organisations, la relation aux usagers, la transformation numérique, l'éducation, l'emploi ou encore l'environnement. Alors les startups d'État et des territoires sont un autre dispositif proposé par la DINUM et porté par betagouv.fr depuis 2013. Il s'agit d'un service public numérique développé par une équipe, un agent public intrapreneur, un coach et plusieurs développeurs pour résoudre un problème de politique publique. On dénombre à ce jour environ 144 startups d'État et des territoires, mais ce chiffre est assez mouvant car très évolutif. Les approches mobilisées par ces structures sont des modèles connus du secteur privé. L'intrapreneuriat, par exemple, Lean Startup, les hackathons, l'intelligence collective, le design thinking ou encore le développement de communautés d'innovation et de plateformes collaboratives. Quels sont les principaux leviers pour déployer l'innovation publique ? Les ressources humaines sont un levier majeur de transformation, les agents publics étant les acteurs centraux du changement. La professionnalisation de la fonction RH de l'État est un des axes de cette modernisation. Toutes les activités RH sont concernées. Le recrutement, la mobilité, la formation ou encore l'accompagnement. Sur ce dernier volet, nous constatons un élargissement des méthodes d'accompagnement des agents avec des pratiques déjà bien connues du secteur public. Citons notamment le coaching individuel et collectif pour lequel il existe désormais un marché public interministériel, ou encore le co-développement, le mentorat, le tutorat ou l'assessment. Pour accompagner ces évolutions, un certain nombre de fonds inscrits dans la loi de finances qui est votée chaque année sont disponibles. Ils permettent de répondre aux besoins de financement des organisations publiques qui ne disposent pas toujours des moyens financiers pour poursuivre leurs projets. Citons à ce titre l'exemple du FIRH, le Fonds d'innovation en ressources humaines qui a été créé en 2016 et qui a permis la mise en place d'environ 160 projets. D'ailleurs, 138 de ces projets sont disponibles dans la BIRH, Bibliothèque des initiatives RH. Alors, c'est un outil de mutualisation mis à disposition de l'ensemble des agents publics. Cela leur permet de reproduire des initiatives déjà expérimentées et bien documentées. Un autre des leviers semble porter sur l'aménagement des locaux qui doivent être adaptés aux nouvelles modalités de travail. Télétravail, travail nomade, travail collaboratif. Plusieurs organisations ont amorcé une réflexion ces derniers mois. La Direction de l'immobilier de l'État, par exemple, la DIE, ou encore la DITP qui a créé son propre espace modulaire afin d'y accueillir les agents dans le cadre d'animation ou bien de formation. Et puis je pense également au projet du laboratoire d'innovation La Fabrique RH qui porte sur la création du premier espace de coworking des agents publics, l'ETAP. Cet espace a été créé avant la crise sanitaire en 2019 et je pense que la crise sanitaire justement sera un accélérateur de cette réflexion. Quels sont les impacts RH de l'innovation publique ? Nous nous orientons sur une transformation progressive de la culture administrative existante. Une fonction publique qui cherche à gagner en flexibilité, en agilité, en coopération pour s'adapter aux besoins des citoyens, mais également à ceux des agents publics. Les orientations de la DGFP, donc la Direction des ressources humaines de l'État, sont assez claires sur ce point. La diffusion de leurs lignes directrices se fait par le biais de leur école du management et des ressources humaines, le MRH, ou encore par leurs nombreuses publications qui portent sur des thématiques très variées, le recrutement, l'accompagnement managérial ou encore la culture du mode projet. Il s'agit d'acculturer les agents de ces organisations à ces transformations. Nous constatons également une évolution du profil de l'agent public, en particulier du cadre. Alors, les impacts sont protéiformes car les postures évoluent de manière différente selon les démarches qui sont mises en œuvre dans leurs organisations. Mais ce qui revient souvent, c'est un frottement avec le fonctionnariat classique. Leur envie de ne plus fonctionner en silo, de développer une culture de la coopération, de partage et d'utiliser également tous les canaux disponibles pour communiquer leurs actions. La typologie de ces profils est assez variée. Des jeunes cadres venant d'horizons différents ou encore des agents publics expérimentés qui ont jusque-là agi en sous-marin pour innover en toute discrétion. Ce qui est commun à tous les acteurs de l'innovation publique, c'est leur volonté de servir l'intérêt général en offrant le meilleur service possible à l'usager. Alors, comme le NPM avant elle, l'innovation publique ne connaît-elle pas certaines limites ? Je pense qu'il n'est en effet pas interdit, voire fortement recommandé,
de conserver une distance critique au sujet de l'innovation publique. En effet, elle n'est pas le remède à tous les maux du service public, elle doit être actionnée à bon escient. Je vois 3 limites essentielles. Sur un plan managérial, tout d'abord, il faut bien mesurer que l'innovation publique, elle mobilise des agents publics bien au-delà de leur mission première. Elle n'est pas uniquement le fait de services dédiés à l'innovation publique. Elle va mobiliser des agents de terrain et c'est bien sain et naturel. Elle les rend plus autonomes, plus exposés également. Que va devenir par exemple un instituteur qui est détaché temporairement dans une start-up d'État de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique? Que va-t-il donc devenir cet instituteur à l'issue de l'expérimentation de son innovation? C'est la raison pour laquelle, plus que la fameuse réforme de l'ENA qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre, je pense que la formation continue de tous les agents, catégories A, B et C, voire des élus, en matière d'innovation publique, leur donnera non seulement des compétences à déployer, mais également les moyens de valoriser leurs acquis d'expérience lorsqu'ils se risqueront à l'innovation par des certifications ou des diplômes qui leur assureront des carrières nourries. Par ailleurs, sur un plan politique, la question du rapport entre innovation publique et démocratie mérite d'être posée. Qui sont nos innovateurs publics? Ce sont principalement les administrations, mais également des organisations internationales comme l'OCDE, des organisations non gouvernementales ou des associations de citoyens, des think tanks et des cabinets de conseil ou de design. De ce point de vue, la place des représentants élus par le peuple dans le processus doit être clarifiée. Enfin, dernière limite sur un plan social ou sociétal, prenons garde de ne pas laisser sur le bord de la route quelques 11 millions de Français qui souffrent d'illettrisme numérique par une innovation publique qui est pensée régulièrement en termes de solutions numériques. Des petits coups de pouce plus concrets qui permettent des marges de manœuvre managériales, comme certaines libertés que l'on a vues durant cette crise sanitaire inédite, sont également un aspect important de l'innovation publique. En définitive, l'innovation publique, elle repose sur l'acculturation la plus large possible des agents, comme des usagers, à la créativité, en gardant en ligne de mire les valeurs du service public.